cette joie. Je tiens à remercier effectivement pour la réalisation de cette soirée, comme d'autres d'ailleurs. Remercier donc notre municipalité, en la personne de Madame Andro qui est parmi nous, qui a effectivement suivi un peu de temps pour participer. Je remercie les associations qui sont représentées, les villes et qui sont nombreux aussi. Et j'attendais la consul du Maroc parce qu'il m'avait envoyé un message qu'il arriverait à 18h45. Maintenant, il a un retard peut-être. Hein. Bon, s'il n'arrive pas, on va quand même commencer la conférence. Mais avant, un petit mot sur le pourquoi cette journée-là. Cette journée, donc, normalement, c'est le 14 janvier, et qui correspond au premier Yanaïr, ce qu'on appelle l'Yanaïr, de l'année Amazigh. Cette année, on est en 2974, donc ça fait 950 ans avant Jésus, donc il est arrivé. C'est effectivement, c'est pas vraiment la date, mais il fallait trouver un repère, parce que Amazigh existait bien avant, et c'est un calendrier effectivement donc, agraire, qui correspond effectivement aux saisons de l'agriculture. Alors pourquoi nous, en tant que Marocains, effectivement, on célèbre absolument cette journée? Et il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les Berbères au Maroc, à un moment donné, étaient aussi marginalisés, et puis pendant longtemps, des dizaines d'années. Et ensuite, donc, il commence à y avoir des pressions et des reconnaissances. Pour juste citer quelques reconnaissances, à partir de 2001, donc le roi actuel, qui succède à son père, lui a laissé des dossiers sur la table sur la culture et langue amazigh. Donc, il a eu donc son projet aussi vers une reconnaissance totale. En 2001, il a fait déjà un discours important, qui se dit donc le discours en 2001 de la ville d'Ajdir, au Moyen Atlas, pour effectivement inciter à la mise en place d'un institut royal pour la culture amazigh. Et à partir de là, effectivement, les choses seront structurées. En 2009, effectivement, il arrive aussi de 2006-2009, un épisode pour le choix des lettres, des caractères, est-ce que les caractères latins ou des caractères arabes. Et finalement, donc, il a été tranché qu'ils soient des caractères définards, parce que des sons dans le définard qu'on ne retrouve pas dans les langues latines ou dans l'arabe. Donc, le choix est fait pour les définards. Et depuis, donc, les définards se développent. Ensuite, il arrive 2011. 2011, c'est effectivement l'officialisation de la culture et langue et culture amazigh marocaine dans le cadre de la Constitution. Il y avait donc un vote au niveau national. Donc, les pour atteignaient plus de 85%. Donc, c'est important. Et après, du coup, la culture et langue amazigh sont constitutionnalisées. Et depuis, la langue amazigh est devenue langue officielle à côté de la langue arabe. Aujourd'hui, dans la Constitution, il y a deux langues officielles au Maroc, l'arabe et amazigh. Seulement, ce n'est pas le même pays d'égalité, parce que l'arabe a pris de l'avance. Alors, il faut se donner des moyens, et ça continue jusqu'à l'année dernière, donc avec un décret royal qui décide effectivement que le premier Yanaïr, le 14, qui correspond au 14 janvier, soit un jour férié, payé et chômé. Donc, c'est important. C'est donc un troisième jour à côté, effectivement, du mois Muharram, l'année Hégire, et grégorienne, donc le 1er janvier. Donc, on a 3 jours, donc on espace, effectivement. Et depuis, effectivement, donc, on avance. Alors, il y a un calendrier, effectivement, pour asseoir la culture et langue et culture amazigh, pour la formation des cadres. Donc, il y a tout, effectivement, donc, un long chemin. On se donne jusqu'en 2036 pour effectivement bien intégrer la langue et la culture au paysage national. Aujourd'hui, la langue et la culture amazigh sont le patrimoine de tous les Marocains, pas seulement pour des Berbères, etc., mais de tous les Marocains. Ça fait partie, effectivement, des langues nationales marocaines est officialisée. Alors, il n'y a pas que, bien sûr, la culture berbère et langue amazigh marocaine, mais il y a aussi, dans le monde, donc aussi bien au sud du Sahara, au sud du Sahel, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, etc., au Niger, etc. Et pour cette typographie, je laisse mon ami donc Ousmane Agdallah, qui est professeur et docteur, qui est natif de cette région-là, pour nous éclairer, nous apporter plus d'éclairage sur ces cultures du sud du Sahel. Je passe la parole
à M. Abdallah Ousmane. Merci. Merci beaucoup. Avant de laisser partir le président Lahsen, il faut quand même qu'on le félicite pour la journée qui n'est pas seulement une journée amazigh marocaine, mais qui est amazigh mondiale. Donc je dois féliciter et remercier pour la journée et bien sûr toute l'assistance. Je vois déjà un petit coucou aux gens d'Avicens, le président qui est là, Ahmed Avicens. Donc merci à vous tous. Je vais commencer à prendre la conférence. Merci. 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 Eh bien, merci beaucoup et merci d'être venu. Tout d'abord, je me permets de me présenter juste en une minute avant de commencer la conférence. Je m'appelle, comme l'a dit notre frère Lahsen, Abdallah Ousmane. Je suis enseignant-chercheur, adjunct professeur à l'Université américaine de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et chercheur associé à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne à côté de Lyon. Je suis associé au labo EVS Environnement, Ville et Société à l'Université Jean Monnet. Je ne suis pas historien, mais je m'intéresse beaucoup aux événements historiques, notamment culturels, à travers les époques. Et c'est à ce titre que je me permets de me présenter cette conférence sur l'histoire d'un monde dans lequel moi-même je suis, pour éviter les clichés qui sont assez véhiculés à travers le monde. C'est ce qu'on peut appeler les hommes bleus. Ce que les Français ont appelé les Touaregs du désert, les hommes bleus. Puisque je suis un des leurs, je me permets de donner un peu l'historique et la culture de ces hommes bleus. Merci. Donc, qui fait partie intégrante du monde berbère. Alors, il faut rappeler que le monde berbère ne se limite pas au Maghreb. Il se limite, depuis l'Égypte jusqu'aux confins du Sahara. L'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc, bien sûr, une partie du Mali, une partie du Niger et jusqu'aux îles Canaries. J'aurai l'occasion de présenter toute la partie qui concerne la culture amazigh en général. Alors, j'ai composé. Alors, je crois que je vais demander de l'aide. Je demande de l'aide. Voilà. Merci. Donc, j'ai subdivisé ma présentation en 3 petites parties. D'abord, je vais revenir à la notion de jour de l'an amazigh. Ensuite, les généralités sur les Amazighanes en général. Comme l'a dit Lahsen, les berbères sont... C'est un mot que nous, on n'appelle plus, on appelle les Amazighanes. On laisse le mot berbère. Et après, je viendrai sur le sujet qui est effectivement la partie la plus concentrique du sujet, c'est-à-dire les Amazighanes sahélo-sahariens, qui sont plutôt dans le Sahara et dans le Sahel. C'est ça le but de la... Parce que c'est une partie des berbères qui ne sont pas connus, surtout en Occident. On connaît certes les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Kabyles, les Mzab, les Chlech, mais on ne connaît pas les berbères qui viennent du Sahara, ou du sud du Sahara ou du Sahel. Donc, sans plus tarder, alors on va diviser en 3 parties. On va essayer de faire une quarantaine de minutes et on va laisser au moins une vingtaine de minutes pour l'échange avec la salle, pour les commentaires et bien sûr les questions. Merci. Next. Ah, ok, ça marche maintenant. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, le jour, il a parlé de l'année amazigh. C'est un calendrier amazigh qui a une spécificité. En fait, nous sommes Yunayer. C'est l'année où le calendrier qui a été institué par le monde amazigh.
Ça veut dire quoi? C'est une fête qui est en fait liée à la terre, à l'agriculture, c'est les récoltes. Donc c'est le calendrier qui est avant le calendrier grégorien, il est avant le calendrier musulman, il est aussi avant le calendrier hébreu. Et sa spécificité, c'est que c'est une fête qui n'est pas liée à aucune religion. Elle est surtout liée à la terre et à la saison. Et on dit en avance que les Amazigh sont écologiques d'avance. Depuis l'Antiquité, ils sont écologiques parce que les fêtes sont liées à la nature, aux récoltes, aux pluies. Donc ça correspond toujours à la première semaine avant le 10 janvier, entre la première semaine et le 15 janvier de chaque année. Et ça, c'est depuis 1914. Donc on fête l'année 1914 cette année. Alors, c'est un calendrier basé sur la terre, un calendrier non religieux. Alors, il désigne, ça, il y a une discussion entre les latins, comme je disais à Lick, il y a une discussion entre les latins et les Amazigh qui disent que le mot janvier ou bien January est d'origine berbère, parce que c'est le Yunayer, c'est la fête des berbères, qui veut dire, en termes yen ou bien yen, qui veut dire un en Tamazight, pour ceux qui parlent le Tamazight. Bon, nous, on dit yen, mais chez les Kabyles et les Marocains, ils disent yen. Alors, ailleurs ou bien ailleurs, ça veut dire la lune ou bien le mois. Donc, c'est le mois lunaire, c'est le pré-mois janvier. C'est pourquoi on dit que ça vient du mot Amazigh qui veut dire Yunayer. Bon, les latins aussi disent que ça vient du mot janvier vient de Ienaris. Bon, la discussion reste qui est venu avant qui. Est-ce que c'est les latins ou les Amazigh? La question reste chez les scientifiques. On laisse les historiens chercher l'antériorité, qui est venu avant qui. Merci. Alors, il s'est avéré aussi qu'on a coïncidé cette fête avec la date du Nouvel An, avec l'intronisation en l'an 950 avant Jésus du roi berbère Shashnak Ier comme le premier pharaon d'Égypte. Depuis cette date, tous les Amazigh fêtent Yunayer. Donc on a coïncidé cette fête avec le premier, parce qu'il y avait un pharaon berbère. C'est-à-dire, il s'appelle Shashnak, c'est son nom en berbère. Je crois qu'il y a un nom en latin. Certainement que ce n'est pas Shashnak, mais Sénèque. Donc ça coïncidait avec ça. Donc maintenant, Yunayer, depuis cette date, a révélé en fait une date mémorielle pour la culture des Amazigh. Donc en plus de ça, du problème de l'histoire qui revêt cette date, ça a une importance sociale. C'est le jour où les gens se rencontrent, le jour où les fêtes, les femmes, les jeunes, tout le monde se retrouve pour fêter la nouvelle année Amazigh. Donc en plus de son caractère historique, il a aussi un caractère assez social dans tout le Maghreb. Ce n'est pas pour rien que le Maroc l'a décerné comme une journée chômée nationale. Je vais aller un peu plus vite. Généralité sur les Imazigh. Alors, les Imazigh, l'ensemble des ethnies berbères s'appellent Imazigh. En fait, le mot berbère, ce n'est pas un mot que nous-mêmes, on a attribué à nous-mêmes. On s'appelle Imazigh. C'est un mot qui nous a été donné soit par les Romains, soit les gens qui ne sont pas, en tout cas, Imazigh. Nous, on s'appelle Imazigh, qui veut dire homme libre ou homme noble. Alors ça, c'est l'écriture en tifinagh du mot Imazigh, et ça, c'est l'ancien tifinagh. Et l'espace géographique qui est dessiné là, la carte, c'est le Tamazgha. Toutes les locutions amazigh s'appellent les Tamazgha. Alors aujourd'hui, on les retrouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, en Égypte et aussi aux îles Canaries. Alors ici, il y a chacune des ethnies. Les îles Canaries, d'ailleurs, c'est une ethnie qui a presque disparu. Les premiers habitants des îles Canaries étaient aussi des Imazigh qui s'appelaient les Ganches aujourd'hui, mais c'était Iguassiennes. Malheureusement, ils ne parlent plus la langue amazigh. C'est l'une des langues éteintes. Les autres, ils sont là, en bleu. La couleur bleue, c'est ce que je vais exposer. Les Imazigh du Sahara et du Sahel, les Touaregs. Et vous avez les Berbères des oasis, qui sont en jaune, là, vers l'Égypte, et un peu en Libye. Les Tamazighs, qui sont du Maroc, les Chlech aussi.
les Nefoussa en Libye, les Chaouis, les Kabyles. Ça, c'est un peu l'ensemble de toutes les communautés imazaghanes. Et tous, ils ont un tronc commun, ils sont tous la même culture amazigh. Et c'est ça le but, c'est que bien que ce soit des pays différents, l'identité et le peuple est le même culturellement. Donc vous avez ici toutes les populations amazighes qui sont dans les 5 pays, sinon dans les 6. Alors je vais parler un peu des origines des 6 Imazaghanes. Les Imazaghanes constituent les peuples les plus anciens, ça c'est dans certains livres des Grecs, c'est les plus anciens de l'humanité parce qu'on les retrouve depuis les 10 000 ans avant Jésus, aussi bien dans les bords du Méditerranée, en Cyrénaïque, en Égypte et surtout dans la terre Carthage. Alors, leur présence remonte à 10 000 ans. C'est le premier peuple à être établi dans cette région du nord d'Afrique. C'est donc le seul peuple véritablement autochtone de l'Afrique du Nord. Des études récentes ont démontré par des ADN que, en fait, dans le nord de l'Afrique, le monde arabe est très bas par rapport au monde berbère, en termes d'identité, en termes de sang. Donc, il y a plus de berbères, enfin des Imazaghanes dans le nord d'Afrique que plus. Donc, c'est un peuple autochtone. Et on peut considérer que la majorité des Nord-Africains actuels sont plus ou moins des souches amazighes. Qu'on le veuille ou pas, on a tendance à les nier partout, mais malheureusement, la souche est amazigh dans tout le nord de l'Afrique. Alors, le Tamazgha a connu plusieurs invasions, les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Italiens, les Ottomans et enfin les Français. Ils se sont succédés depuis le Xe siècle. Les périodes d'occupation les plus longues des siècles pour les Romains est 131 occupés par les Français. Donc vous voyez le nombre de peuples qui ont envahi les mondes Tamazgha. Et tout ce peuple-là, ils ont eu certainement des métissages et des influences culturelles dans le monde amazigh. Ça, c'est des ripestes des Tassili Najer, ceux qui ont été un peu en Algérie, dans le sud algérien, dans les montagnes vers les Djanet, entre Djanet et Tamanrasset, vous avez des ripestes qui dénotent de l'ancienneté de ces peuples-là. Et ça, c'est un roi qui s'appelle Massinissa, c'est un roi berbère de l'époque. Il est né 238 avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, ce n'était pas un arabe ni un musulman. Alors, les langues amazighes, elles sont principalement de 3 grands groupes. Pour les Imazaghanes qui connaissent bien le milieu, évidemment, chaque groupe a beaucoup de sous-groupes. Les plus grands groupes, ce sont les Zénètes, qu'on appelle Iznaten, les Sanhaja, qu'on appelle les Iznagen, et les Masmouda, qu'on appelle Ismouden, les Masmouden. Du point de vue de leurs langues, depuis 60 déjà, depuis les indépendances, au Mali et au Niger, déjà, on a le statut de langue nationale. C'est-à-dire la langue amazigh est considérée comme une langue nationale. En 2002, déjà, en Algérie, l'amazigh est langue nationale. Et en 2011, déjà, comme l'a dit Lahsen, il est langue officielle. Malheureusement, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye, Égypte, les langues berbères ne sont pas reconnues, elles sont donc en danger d'extinction. Donc, comme ça a été fait aux îles Canaries, si on y prend garde, elles risquent de s'éteindre. Parce qu'elles ne sont pas officielles, elles ne sont pas beaucoup. Les gens qui en parlent sont en minorité, ils sont presque cachés. Alors, j'ai pris ici une carte, juste de la carte linguistique du Maroc, pour illustrer les 3 groupes berbères. Tout ce qui est rouge, c'est les Masmouden et les Sanhaja, et tout le reste, ce sont les Zénètes, tout ce qui est orange. C'est juste un exemple du cas Maroc. J'ai pris une carte linguistique du royaume chérifien. Ça, c'est pour juste dire que tout ce qui est en couleur orange, c'est les Zénètes et les Sanhaja. Les Masmouden et les Sanhaja, et l'orange, c'est les Zénètes. Alors, chacun a beaucoup de sous-groupes, hein, une infinité de sous-groupes, mais ça, c'est les gros groupes qui sont en fait partout. Par exemple, nous, au Mali, les Touaregs du Mali, ils viennent de Sanhaja. Nous sommes en fait les cousins des Znagen qui sont au Maroc, pour dire que tout le monde vient d'ailleurs. Alors, les principales langues, j'ai essayé de faire un petit tableau. Les îles Canaries, comme je dis, la langue elle est éteinte depuis le XVIIe siècle.
Il y a les Zenaga parlés en Mauritanie et au Sénégal. Bizarrement, jusqu'à la frontière sénégalo-mauritanienne, il y a les Zenaga qui sont les morts de la Mauritanie. Et puis les Tzarzat parlés au Niger et Kalahagar. Ensuite, les Ridmessi et ça c'est toutes les langues, les Nafoussi, les Siwi. Les Siwi, c'était un dialecte qui est parlé à la frontière Libye et Égypte. Elle aussi, elle a une tendance à être un peu oubliée. Ça vient du tamazer qui veut dire Issiwan, qui veut dire ils ont bu dans la langue berbère. Iswan, mais c'est Siou. Donc c'est aussi en train d'être éteint parce qu'il n'y a pas beaucoup. On essaie de les empêcher de parler l'air berbère. Ensuite, il y a les langues, les Touaregs, le nord des Hag. Il y a les Touaregs, on va voir tout de suite. Tamahar, Kalager, les Kaladar, les Kalaïr, les Taoulimit, etc. Tout ça sont des dialectes amazigh, Touareg. Et ici, il y a les langues zénètes, les Chleur, les Kabyles, les Rifins, les Banus. Tout ça, ce sont les langues qui sont parlées, les Chinouis, les Chaouis dans les Aurès, les Zénètes, les Sahara. Il y a toute une pléiade. Tout ça, c'est le même groupe qu'on a vu au départ. C'est les sous-groupes, les grands groupes, soit Zénètes, soit Masmouda, soit Sanhaja. Donc ça, c'est un tableau de différentes langues en fonction des différentes régions. Je vais aller un peu accélérer plus vite. Alors maintenant, j'arrive à la partie qui est notre but d'aujourd'hui, c'est de faire connaître les Imazaghan qui ne sont pas dans le Maghreb. Certes, ils sont dans le sud algérien, mais ils sont surtout dans le Sahel, qui ont beaucoup connu des invasions. Ils ont même fui beaucoup de choses, l'islam et autres, pour se retrouver dans les grands Sahara. Ils sont devenus nomades. Ils ont habité le nord du Mali, le nord du Niger, et même une partie du Burkina, c'est-à-dire les Touaregs ou les Kaltamachak. Alors, c'est ça le but. Les classes sociales. Attention. Alors, il y a trois grands groupes dans les classes sociales Touareg. Il y a les Imouha, ou bien les Mazaghan des tribus nobles guerrières. Il y a les Imrar qui sont les tribus vassales. Tout ça, ce sont des ethnies ou des tribus. Les Inislimen qui sont les tribus maraboutiques. Les Inaden qui sont les artistes, les forgerons. Les Rawelen, les anciens captifs des Touaregs, et les Ikren qui sont les anciens esclaves. Tout ça, c'est les anciens, ça n'existe plus, tout ça, mais ça, c'est les souches authentiques des peuples Touaregs. Les Zenaga de la Mauritanie, j'ai mis la carte de la Mauritanie, ils sont presque à la frontière mauritanienne, j'ai mis ça en bleu. Des noms de confédérations berbères de Sanhadjara qu'ils ont quitté jusqu'à le sud marocain pour se retrouver dans la Mauritanie. Malheureusement, ils sont une minorité, ils parlent beaucoup plus arabe que berbère, donc ils ont une tendance à disparaître parce que l'air berbère n'est plus parlé. Ils sont isolés, ils ont enclavés depuis des siècles, leur langue est fortement menacée par l'environnement arabe. Ils ont presque, on ne retrouve que des traces des berbères dans leur langue, et pourtant ils sont autochtones amazighes. Donc ils sont dans cette zone de la Mauritanie. Alors ça, c'est l'espace imazaghan des Touaregs. Comme je disais, ce sont les peuples amazighes du Sahel et du Sahara. Alors, j'ai bien intitulé « Un peuple, 5 pays ». En effet, les Touaregs, les Kaltamachak, ceux des Kaltamachak, sahariens et sahéliens, ils sont en Algérie, en Libye, au Mali et au Niger, au Burkina. Donc, ils sont dans 5 pays. Ils ne sont pas au Maroc, ils ne sont pas en Mauritanie, ils sont uniquement dans ces 5 pays. Et il y a les 5 grandes confédérations qui s'appellent Ahagar, ça c'est en Algérie, et Ager. Ahagar, c'est Tamanrasset, que vous connaissez certainement. Ager, c'est Dianet. Et l'Aïr, c'est le Niger. L'Adrar, c'est le nord du Mali. Azawar, du Niger, et Azawad au Mali. Et enfin, Kalataram, au nord du Mali. Ça, c'est la région de Tombouctou. Alors, voilà les 5 pays où les Touaregs cohabitent. Bon, alors, il faut préciser que le mot Touareg n'a pas de sens pour les Touaregs eux-mêmes. C'est un nom qu'on nous a attribué, on ne connaît pas exactement d'où vient le mot Touareg. Certains l'attribuent à un mot arabe qui veut dire Atrik, qui veut dire le chemin, parce que nous, on s'appelle Kaltamazak ou bien Kaltamahak. Si tu demandes à quelqu'un c'est quoi Touareg, si tu n'es pas intellectuel, tu ne sais pas ce que c'est que Touareg. C'est un mot que les Français nous ont attribué pour dire les Touaregs. On ne s'appelle pas Touareg, on s'appelle Kaltamachak, ceux qui parlent la langue tamashek. Donc, soit ça vient des mots arabes,
Certains disent qu'on vient de Targa, une zone qui est au Maroc et une partie même en Libye. C'est le pluriel de Targa qui est devenu Touareg. Certains disent aussi que c'est un mot qui veut dire que tu n'es pas arabe. C'est les non-arabes qui sont Touareg. Parce que nous, on ne parle pas arabe, on est juste islamisé, mais on n'est pas arabe. Donc les Arabes nous ont attribué ce mot-là pour différencier l'arabe de l'amazigh. Donc on n'est pas du tout Touareg, on est Keltamacha. Voilà. Donc ça, c'est les 5 pays sur lesquels ils sont. Alors l'histoire des Touaregs ou des Imazaghan, ils sont vraisemblablement par les écrits des Grecs et des premiers Arabes historiens, ils sont arrivés au Sahara humide au 8e siècle avant Jésus. Donc, la plupart ont émigré du Maghreb nord pour le Sahara depuis le 8e millénaire. Les graveurs rupistes Hérodote l'a bien montré, à Tassili, Nager et autres, il y a des gravures. Au Moyen-Âge, ils avaient quitté une ville du Maroc qui s'appelait à l'époque Sidi el Massa, qui est dans l'actuel Tafilalet. Les Marocains savent où c'est. Et cette dame-là, qui s'appelle Tin Hinan, c'est une reine Touareg qui a quitté justement Tafilalet au Maroc pour s'installer dans le Hogar. Et sa tombe est encore à Abalassa, vers la zone du sud de l'Algérie. Donc c'est l'une des reines Touareg, parce qu'on verra plus tard qu'il y a eu beaucoup de reines Touareg par rapport au roi. Il y a plus de reines que de rois chez les Touaregs. Alors l'histoire des Touaregs, elle est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le 7e siècle, les garamantes ont été écrits par les Arabes, les écrivains, les mots arabes qui viennent, et la migration des vagues successives vers le Hogar, l'Aïr. Et ensuite, le 16e siècle, l'Africain parle de migration des Touaregs. Et c'est jusqu'en 61, les Français ne contrôlent du sud de Sahara que les Touaregs. Donc en fait, c'est une histoire de migration. Depuis le sud libyen, le Fezzan, d'aucuns attribuent même des origines celtes, bizarrement, des Touaregs et même byzantins. Donc on ne sait pas exactement. On sait seulement que depuis les millénaires, on les a vus nomades avec des caravanes dans le Sahara. Depuis des millénaires avant notre ère. Donc, ce sont les vrais habitants du Sahara, des nomades Sahara qui gouvernent tout le Sahara. On les appelle, chez les Français, on les appelle toujours les hommes bleus parce qu'ils ont une tenue spéciale. Dans le Sahara, on les connaît comme étant les hommes bleus. Alors, j'ai quand même dit un mot sur la pénétration coloniale chez les Touaregs. En 80 déjà, il y a la mission Flatter et la mission Foulolami à Tawat, à Insalah, dans le sud algérien toujours, et la Périne à Tamanrasset. En 1917, il y a eu un soulèvement général des Touaregs. Malheureusement, on a eu même à perdre un sympathisant, un amoureux des Touaregs, malheureusement, qui a été assassiné chez les Touaregs, qui est bien connu chez les Français, le père Foucault, qui a été tué à Tamanrasset, dans un coin qui s'appelle Assekrim, juste dans le Hogar. Malheureusement, déjà aux indépendances en 1960, les peuples Touaregs ont été divisés, comme l'a montré la carte tout à l'heure, arbitrairement en plusieurs États. Donc le territoire Touareg est démantelé. Les Touaregs se voient attribuer d'office une nationalité et un passeport, soit libyen, soit algérien, soit malien, soit nigérien. En tout cas, là où tu as été aux indépendances, tu y restes pour devenir le pays où tu es. De sorte que souvent, on a des cousins algériens, des cousins maliens, des cousins nigériens. Bref, chacun de nous s'est vu attribuer une nationalité selon le pays où il a résidé. La culture touareg, je vais passer directement sur les religions parce qu'on a déjà vu les... Alors, je vais parler rapidement des religions et des croyances. La langue, les téfinards est un aspect important chez les Touaregs, c'est la femme dans la société Touareg. Je vais essayer de parler directement des religions. Je disais ce matin qu'on a beaucoup de traces païennes ou des traces animistes chez les Touaregs et aussi des traces chrétiennes. Ce matin, je lisais un livre d'un compatriote amazigh qui est un Algérien, qui a cité trois papes qui étaient des berbères, qui étaient amazighs.
Victoire Ier, 14e pape. Et puis Gélas Ier qui était le 49e pape. Et j'ai lu aussi Miltiade, le 32e pape. Ça dénonce que les Mazarin ont beaucoup été des chrétiens avant d'être... Et d'ailleurs, tout le monde connaît l'histoire de Saint-Augustin. Je rappelle que Saint-Augustin était un Nazaire. Donc, tous les chrétiens connaissent bien l'histoire de Saint-Augustin. Donc, on a été, bien sûr, païens, chrétiens. Alors, il faut reconnaître que dans la culture touareg et amazère, on a plutôt berbérisé l'islam. L'islam, on n'a pas été islamisé, mais on a plutôt berbérisé l'islam. Ce qui veut dire que quand l'islam est pénétré chez les Touaregs, on a tout fait pour garder la culture amazère et adopter ce qu'ils veulent adopter l'islam, ils l'adoptent avec la culture amazère. Et ça va se justifier dans beaucoup de milieux Touaregs. Et beaucoup ignorent le Coran et même ils ne parlent pas arabe. Moi, je ne parle pas arabe, je parle juste de quoi manger ou bien prendre un taxi. Je ne parle pas beaucoup arabe. Donc, beaucoup de Touaregs ignorent et le Coran et ignorent aussi l'arabe. Alors, ils sont presque tous musulmans, mais quel islam? Il y a des parties Touaregs où encore on n'est pas trop musulmans. Des zones Touaregs qui sont... Il y a certaines tribus qui sont très islamisées, mais il y a d'autres pas du tout. Ils sont toujours dans leur culture ancienne. Ils ont des non-musulmans peut-être certains, mais pas aussi forts que ça. Alors ça, je ne vais pas du tout laisser cette partie-là sans bien en parler. Comme je disais tantôt, on a eu beaucoup plus de reines Touareg amazères dans le temps. Ici, par exemple, la femme, la jeune fille, est toujours non voilée dans les milieux Touareg. Il n'y a jamais de... Comment on l'appelle, ni d'abaya, il n'y a aucun signe religieux chez les femmes Touareg, juste leurs voiles, elles ne sont pas voilées, et juste d'une grande liberté. Elles sont chargées d'éducation et propriété de la tente, parce que n'oubliez pas que les Touaregs sont des nomades, ils sont sous des tentes. Donc la tente appartient à la femme. Si demain il y a un problème entre l'homme et la femme, l'homme il dégage, la femme prend sa tente, c'est pour elle. Elle perpétue la tradition poétique et musicale. J'ai donné des exemples comme les tendé, l'imzad, la hal. Tendé, c'est le tambour. L'imzad, c'est le violon. Et la hal, c'est l'équivalent des maisons de jeunes. Sur les dunes de sable dans le Sahara, entre des tentes, souvent on crée, il y a du feu quand il fait froid, des jeunes se rencontrent entre jeunes filles et jeunes garçons, et ils jouent, et puis c'est autorisé. On appelle ça les ahal, où ils font des poésies, ils font des trucs d'amour. Malgré l'islam, la monogamie est de rigueur. Ça, c'est important à signaler dans les milieux Touareg. Certaines tribus sont islamisées, mais on rencontre pratiquement jamais la polygamie, bien que l'islam l'autorise. Et elle ne peut se marier sans son consentement. La femme ne peut, elle peut prendre l'initiative de divorce. C'est important à signaler, c'est que dans les milieux amazigh Touareg, la femme peut elle aussi demander le divorce comme l'homme. Elle a ce droit. Et il y a, pire dans l'importance des femmes, il y a souvent même la filiation matrilinéaire. Ça veut dire que la chefferie ou la royauté se transmet de femmes en fils. Ce n'est pas toutes les tribus, mais il y a beaucoup de tribus où jusqu'à présent, il y a des filiations matrilinéaires. La succession des biens, par exemple, il y a des tribus Touareg, et jusqu'à aujourd'hui, quand l'homme meurt dans la tradition, ce n'est pas son fils qui l'hérite, c'est son neveu, le fils de sa sœur. Donc ça existe encore dans certaines cultures amazighes. Alors, comme je disais en haut là-bas, la langue des Keltamachèques, j'avais bien dit que la langue Touareg ne s'appelle pas Touareg, elle s'appelle Keltamachèque. Kel, c'est comme Haït chez les Kabyles, celle qui parle le tamashek. Alors, il y a beaucoup de consonances. Souvent, on dit tamazek ou tamashek. Dans certaines régions, le Z devient le chat. C'est juste la notation. Donc, la qualité des Amazigh tamashek est orale. Bien que l'écriture existe depuis plus de 2500, même si seule une petite fraction des tamashek est lettrée. En fait,
comme disait Larsen, le tifinagh a été modernisé et maintenant écrit dans tous les pays du Maghreb. Le tifinagh a été gardé par les populations autochtones, nomades, amazigh, touareg. D'après les légendes, c'est les jeunes filles qui écrivaient à leurs petits amis sur du sable des signes de tifinagh. Et l'alphabet a été gardé par les femmes au moment où c'était même interdit à cause de l'islamisation. Et maintenant, le nouveau tifinagh est beaucoup islamisé et devenu avec beaucoup de syllabes. Sinon, l'origine du tifinagh a été gardée au Sahara par les femmes, en général les femmes amazigh touareg. Donc il y a deux grands groupes qui se comprennent. Les Tamahaq du nord, ce sont les Kalahjar et Kalahaggar. Ça, c'est tous Algérie. C'est tous au sud de l'Algérie jusqu'à la frontière de la Libye. Elle est reconnue par les historiens, ça c'est important, elle est reconnue par les historiens comme la plus proche du proto-berbère. Qu'est-ce que j'entends par proto-berbère? Les historiens ont dit qu'il y avait un tronc commun de la langue berbère qui s'est ramifié selon les tribus et selon l'immigration. Ceux qui sont partis au Maroc, ceux qui sont partis en Algérie, en Libye, chacun a eu une nouvelle langue berbère en fonction des réalités culturelles qu'ils traversent. Au Maroc, il y a les Espagnols, il y a l'arabe, il y a beaucoup de mythes. Donc, le vrai berbère, s'il y a un vrai, ça a été reconnu par les historiens chez les Kalahajers du sud algérien, parce qu'ils n'ont jamais bougé de l'air Sahara depuis les millénaires. Et ensuite, il y a les Tamashek du sud ou les Tamazighs. Ça, ce sont les gens de l'Adrar, du nord du Mali, et de Tombouctou, de Tayart et Taoulimed. Taoulimed, ce sont les gens de Menaka et Oulimeden. Ça, c'est les langues. L'alphabet amazigh, le tifinagh, comme je disais, voilà les caractères du tifinagh qui ont été modernisés. Pour aujourd'hui, au Maroc comme en Algérie, il y a des livres beaucoup écrits en tamazigh. Ça, c'est l'alphabet qu'ils utilisent, le tifinagh. Alors, c'était un alphabet qui est très ancien. Le tifinagh au pluriel, tifinagh. À l'époque, comme je disais, c'était des textes très courts qu'on écrivait. Par exemple, on dit en berbère, en tamazigh, je crois que c'est dans tous les amazighs, je crois. En tout cas, chez nous, on dit aman. Je crois que dans tous les amazighs, l'eau, ça veut dire aman. Alors, à l'époque, dans l'ancien tifinagh, il y avait deux consonnes, M et N, man. C'est écrit man. Donc, c'était les petits signes avant. Et maintenant, l'alphabet vocalisé, reconnu par l'UNESCO, a été développé par l'association. Et maintenant, pour écrire aman, on met les voyelles, aman en bas, dans l'écriture tifinagh. Avant, c'était juste deux consonnes parce qu'il n'y a pas de voyelles. Mais il fallait comprendre la langue pour pour écrire. Parce que moi, je sais lire, si je vois man, je sais que c'est l'eau. Mais si quelqu'un n'est pas lettré, maintenant, ça a été modernisé avec des bibliothèques aussi bien à Paris qu'en Algérie qu'au Maroc pour écrire totalement des textes bien compréhensibles. Donc ça, c'est l'équivalence entre les caractères français, tifinagh, et un peu aussi l'ancien et le nouveau tifinagh. Alors, je ne vais pas quand même finir sans parler un peu des bouleversements qu'ont connus les Imazaghen du Sahel. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au Mali et au Niger, il y a des problèmes. Donc, les récents bouleversements chez les Touaregs, vous voyez là-bas le célèbre Mano Dayak du Nigérien qui est beaucoup connu chez les Français, du Ténéré. Il y a eu l'éclatement historique de l'espace Touareg, comme on avait dit au départ aux indépendances. Il y a eu des nouvelles frontières aux indépendances. Certains se sont retrouvés algériens, maliens, nigériens. Et du coup, parce qu'ils deviennent une minorité dans les pays où ils se trouvent, par exemple au Mali, ils sont une minorité, en tout cas en termes de population, même pas d'espace. Donc il y a eu des revendications socio-culturelles identitaires, aussi bien au Mali qu'au Niger, parce qu'ils sont coupés de leurs origines berbères qui sont au Maghreb, ils sont retrouvés dans des milieux où ils ne sont pas les seuls. Donc ils ont fait beaucoup de... Il y a eu des différentes rébellions en 1963, en 1990, en 2004 et en 2012. Et la dernière, 2012, est toujours d'ailleurs en cours. Ce n'est pas bien terminé encore. Il y a eu des accords par-ci, par-là, mais qui ne sont pas encore bien ficelés. Donc ça, c'est les bouleversements depuis les indépendances. Depuis les années 60, le monde berbère touareg du Sahel connaît beaucoup de problèmes.
Alors, les enjeux politiques de ces problèmes, les Imazaghanes sahélo-sahariens sont sous les tirs croisés de beaucoup d'événements au Sahel que vous connaissez certainement. Il y a l'insécurité et l'extrême violence de Al-Qaïda au Daesh au Sahel, les revendications, comme je le disais tantôt, identitaires, l'extrême pauvreté est de plus en plus persistante parce que vous savez que les sécheresses sont cycliques au Sahel. C'est l'une des zones les plus pauvres au monde. Et ensuite, on a certains États qu'on peut appeler des États faillis. Politiquement, un État failli peut se définir, je ne suis pas politicien, mais quand un État ne peut pas gérer la sécurité ni les minimums vitaux pour sa population, on peut le qualifier d'État failli. Et malheureusement, il y a un sentiment naissant, je ne vais pas le laisser sans le dire, anti-français au Sahel. On est souvent victime de ce sentiment-là. Certains peuples, certains pays du Sud pensent qu'on est souvent complicité avec des Français pour faire ceci ou cela, pour déstabiliser tel ou tel État. Ça, c'est juste des sentiments qui ne sont pas du tout avérés, ni d'un côté ou dans l'autre. Donc, ici, c'est une signature de l'accord en 2015 à Bamako entre les mouvements armés Touareg du Nord, qui sont dans le Sahara, et le gouvernement central de Bamako. Et ça n'a jamais été bien appliqué, les problèmes continuent encore, l'insécurité existe encore, et malheureusement, Al-Qaïda sévit encore dans ces régions, et puis l'État islamique, tous ces peuples-là est soumis à toutes ces... C'est pourquoi je l'appelais les tirs croisés, de tout cette... L'insécurité, la pauvreté, les pays faillis, l'identité même qui se perd, parce qu'il faut avouer qu'on est plus apparenté peut-être à des populations qui sont en Algérie ou en Libye que ceux avec lesquels on vit au sud de Bamako ou au Niger. Alors, je vais commencer à conclure. Je vais quand même indiquer la résilience du monde amazigh en général et surtout des Amazighs du Sahel. Comme je le disais tantôt, on est devenu des îlots berbères. Par exemple, chez nous, à Tombouctou, par exemple, on est dans une enclave où les berbères sont en minorité et ils sont entourés d'autres peuplades qui ne sont pas Imazaghanes. Donc, on se retrouve isolés. Au Niger, c'est pareil. En Mauritanie, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. Donc, on était dans des îlots berbères. Et on a connu plusieurs invasions anciennes comme nouvelles. On a d'autres peuples avec lesquels on cohabite, d'autres peuples qui nous entourent, comme les peuples qui sont dans le sud du Mali. On est métissés, on est avec eux, on les côtoie, donc c'est d'autres invasions. Ensuite, comme je disais, la pauvreté, les déserts, bien qu'il nous coûte trop cher, bien qu'il nous coûte... On a vraiment envie de vivre au Sahara, au désert. Certains pensent que ce n'est pas vivable, mais je vous assure que c'est une vie paisible et même poétique. Je vais rappeler que tous les prophètes viennent du désert, hein, entre guillemets. Et ensuite, l'actualité sécuritaire au Sahel, on est aussi victime aujourd'hui de tous les aléas liés à l'insécurité. Donc, je disais, malgré tous ces problèmes, malgré tous ces tirs qui sont sur nous, on a quand même une résilience culturelle. On parle des Tamazighs, on écrit Tifinagh, on parle notre langue dans des îlots où on se retrouve. Donc, je qualifie ça d'une résilience. Ensuite, la culture est sauvegardée. On a nos fêtes, on fête la Mazère, on fête toutes les fêtes imazaghanes dans nos îlots, malgré notre minorité et malgré nos problèmes que je viens de citer. Donc on parle vraiment de résilience à l'extrême. Ensuite, malgré cette résilience, il y a quand même la lassitude. Aujourd'hui, tout le monde comprend et entend parler des problèmes qui existent au Sahel. Et nous sommes tous venus du Sahel. On a tenu longtemps, on est résilient, mais on commence à perdre un peu... on ne signe pas, comme disent, on ne dit pas en anglais, we don't give up. On ne laisse pas, mais on commence à être découragé. On sait que ça commence à être dur. C'est pourquoi l'immigration commence. Et on a commencé à aller dans les pays arabes où on a beaucoup plus d'affinités. Et malheureusement, maintenant, la France commence à connaître des migrations amazighes qui viennent du Sahel.
Il y a déjà une petite minorité à Mazères, même à Rennes, une petite minorité à Angers. Ces dernières années, on connaît un peu d'immigration en Occident du monde Touareg, ce qui n'a jamais été le cas avant. Les Touaregs ne dépassaient jamais le Sahara. Ils ne voulaient pas de tout ce qui est urbain, mais aujourd'hui, les contraintes, les conditions climatiques, sécuritaires commencent quand même à voir certains Touaregs demandeurs d'asile ou exilés ou aller en Allemagne, en France. Pas nombreux encore, mais ça commence. Ça commence beaucoup. Voilà. Ça, c'est une image du grand désert. Une dame avec quelques ânes et un seul arbre. Une seule femme, un seul arbre. Donc, vous voyez un peu l'écologie du milieu souvent. Alors, ça, c'est la conclusion. Merci pour votre aimable attention, vos cautions et commentaires. J'ai commencé par un petit chamelon de chez moi et j'ai fini par un autre chamelon de chez moi aussi. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, les chers amis, donc Ousmane Agdallah. Vous étiez dans le temps. Merci de nous avoir fait voyager dans le temps et dans l'espace, et en même temps élargir un peu notre champ de connaissances sur les Berbères, sur les Touaregs, en termes d'histoire, en termes de communauté, etc. Vous nous avez éclairés. Mais bien sûr, on n'en restera pas là. Nous avons un petit projet aussi pour les prochains mois. Au mois de mars, nous souhaitons qu'une femme d'origine, effectivement, le Sud vient effectivement parler des femmes de la région et de leurs spécificités. De même pour le 11 mai, dans le cadre de Rennes au pluriel, donc effectivement soutenu par la ville de Rennes, et bien sûr, ce sera aussi encore Abdallah et Ousmane Agdallah qui viendra pour approfondir un peu nos connaissances. Et d'ici là, des questions mûriront et viendront, et bien sûr, pour leur donner leurs réponses. Alors, si vous avez bien sûr des questions, vous avez donc un micro, des questions, échanges ou des compliments. Donc, Monsieur Ousmane Agdallah est à votre disposition pour un quart d'heure, le temps d'aller manger, parce qu'il a fait tard. Alors, il y a le micro là. Oui. Jean-Julien, la première question. Oui, en tant que breton pur jus du Finistère d'ailleurs. D'abord, merci pour cette découverte que je fais sur ce peuple, hein, l'ensemble de population. Là. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à combien finalement de personnes s'élève cette population finalement qui englobe un peu tous ces pays? Est-ce que vous avez dit qu'elle était minoritaire, mais en même temps, elle a certainement... est-ce qu'elle a été chiffrée, en fait, ou pas? Donc, d'une part, et d'autre part, oui, les conditions de vie telles que vous les avez décrites sont extrêmement variées, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quand même, parmi ces populations berbères, certaines qui s'en sont mieux sorties que d'autres? Et puis enfin, troisième étonnement de ma part, moi je pensais que les Berbères, il n'y avait que les Berbères ou Kabyles d'Algérie. Donc voilà, je découvre plein de choses ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Julien. Merci, c'est une très bonne question. À propos des Berbères en général, j'aimerais bien que d'autres Berbères qui sont dans la salle vont également répondre à la deuxième question s'il le faut. Je répondrai sur la première qui est les chiffres. Effectivement, j'avais dit tantôt que le but de ces conférences, que je remercie l'Arsen, c'est pour faire connaître les Imazaghan qui viennent du Sahel. Parce que déjà, comme vous dites, on connaît les Kabyles, on connaît les Marocains, les Imazaghan, les Chlech, on connaît tous, mais on ne connaît pas les Imazaghan qui viennent du Sahel. C'est-à-dire, nous, on ne nous connaît pas. Même en France, on ne nous connaît pas. Donc, c'est pourquoi je remercie toujours l'Arsen de donner l'occasion de connaître. Même certains Berbères ne connaissent pas que nous sommes Berbères. Et même chez moi, dans nos villages reculés, c'est quand un autre Berbère parle qu'on sait que c'est un parent. C'est la même couche, c'est la même souche de langage. Sinon, pour revenir aux chiffres, on estime à 2 millions
des Imazaren entre le Niger et le Mali. 2 millions d'individus, mais vous savez que c'est des nomades. Et les nomades, ils transhument. Pour les recenser, ce n'est pas évident. Déjà, l'État n'est pas très outillé pour recenser même les villages qui sont sédentaires. C'est difficile de recenser réellement les nomades qui transhument d'un puits à l'autre, d'une mare d'eau à l'autre. Donc on estime en général l'ensemble des peuples amazighes du Sahel à environ 2 à 3 millions. Voilà. Mais les autres, les Imazaren, ils sont très bien. Hein. Au Maroc, les Imazaren n'ont pas de problème, en Algérie aussi. C'est chez nous qu'il y a plutôt les déserts, les Sahara, les problèmes. Mais ce sont nos parents qui sont... Donc je répondrai qu'il y a beaucoup de Berbères qui s'en sortent très bien. Ce n'est pas notre cas, mais c'est le cas de nos parents qui sont au Maghreb, alhamdoulilah, Dieu merci. Voilà. Bon, une autre question. Oui. Merci de dire votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Comme il du Finistère, moi je lui réponds parce que je viens du Finistère aussi. Donc, en tant que Touareg du Finistère. Je réponds pour le nombre exact. C'est environ 4 millions parce que ce n'est pas uniquement le Mali et le Niger. Il y a aussi la Libye, l'Algérie, le Tchad, le Soudan. Donc, et sans oublier aussi le sud-ouest de l'Égypte, surtout Siwa, la région de Siwa en Égypte. Donc, la différence, c'est peut-être au niveau des dialectes entre le sud ou bien ce qu'on appelle les Amazirs sahéliens et les côtiers ou bien les Amazirs des montagnes, soit à Jebel Nafoussa dans la Libye ou bien Qbaïl. Chez nous, dans le désert, nous avons environ, je ne sais pas si, je viens juste d'arriver, je ne sais pas si son excellent monsieur Ousmane avait parlé de ça. Donc nous avons les Imazran, Imouhar, Imouchar. Donc la différence, c'est uniquement les lettres qui changent. Mais c'est la même nation, on va dire. Nous ne sommes pas une tribu, nous sommes une nation. Merci. Merci à vous. Je vais juste préciser que le frère a demandé le nombre des Imazaren qui sont au Sahel. Sinon, les Imazaren de partout, ils sont nombreux. Oui. J'aurais appris qu'il y a au moins 25 millions au Maroc, hein, des Imazaren. Et autant peut-être en Algérie. Ça veut dire que moi, j'ai donné le nombre juste de Touaregs, quoi. Pas ni en Libye, ni au Maroc. J'ai donné juste ceux qui sont au Niger et au Mali. Donc c'est pourquoi je n'ai pas donné. Merci pour le compliment. Ouais, merci. Merci. Une autre, oui. Vraiment. Oui, Raymond Vallée. Moi, c'était simplement pour préciser les choses, parce que c'est vrai qu'on entend des chiffres, mais est-ce que on entend par 25 millions, par exemple, hein, mais est-ce que ces personnes parlent le mazir ou pas? Parce que, en fait, dans les 2 millions du Sahel, est-ce qu'ils s'expriment réellement au quotidien dans la langue amazigh? Et si on prend l'ensemble de la population nord-africaine, dans laquelle il y a la population amazigh, est-ce qu'eux-mêmes parlent tous l'amazigh? Parce qu'on peut être amazigh, peut-être, je ne sais pas, en ne parlant pas la langue. Très bien, c'est une très bonne question. Comme je disais tantôt, si je parle des Imazaren Touareg, les 99% parlent tous amazigh. Pour la simple raison qu'ils ont tous des nomades et grandi dans les milieux carrément amazigh. Ils ne sont pas allés ni dans les milieux arabes, ni dans les milieux français. Contrairement, peut-être que je vais laisser ceux qui sont des Imazaren du Maghreb, de l'Algérie ou du Maroc. Et aussi, la plupart, je parle sous leur contrôle, la plupart parlent amazigh. Peut-être qu'il y a une minorité qui est arabisée, qui ne parle pas la langue maternelle, mais leurs parents parlent certainement. Je ne sais pas si Ahmed peut ajouter quelque chose. La plupart parlent. Hein. La plupart
Seulement, il y a des dialectes. Il y a des dialectes qu'on se comprend un peu, pas toujours. Mais chez les Touaregs, tout le monde parle tamashek. Ça, c'est clair. Mais les autres berbères, la plupart aussi parlent, mais je vais les laisser répondre pour les Marocains, les Algériens et même les Libyens. Certainement que beaucoup... En tout cas, l'Ahsan parle berbère. C'est ce que je suis sûr. Je peux témoigner que lui, en tout cas, il parle l'amazigh. Merci beaucoup. Oui, parce que je pensais au breton, finalement. Il existe deux langues, on va dire, en Bretagne. Et c'est le breton, proprement dit, et le gallo. Mais si on compte le nombre de personnes qui parlent ces deux langues, il est très faible, finalement, dans la population bretonne. Oui. C'est exact, mais je pense qu'au Maghreb, les gens parlent maintenant de plus en plus les amazigh. De plus en plus. Avant, les gens ne parlaient pas beaucoup, mais je crois qu'il y a une tendance à un réveil linguistique de l'amazigh, si je ne me trompe pas. Ces dernières années, les gens, ils parlent de plus en plus. C'est vrai qu'il y a eu une période d'arabisation assez forte, mais il y a une tendance, comme l'avait dit Larsen au départ, même les pays maintenant, le Maroc, l'Algérie, ils ont une tendance à revenir sur la culture amazigh qui encourage les gens à reparler leur langue et à adopter leur culture. Donc il y a beaucoup qui parlent chez nous. Il y a beaucoup de parlent au Maghreb en tout cas. Merci. Moi, juste une précision pour nous, donc à Rennes, disons 81-82, c'était au moment donc, de l'arrivée de Mitterrand donc, au pouvoir, qui a permis effectivement donc, un peu la reconnaissance de la vie associative et qui a sauté le décret 39 et qui a permis aux étrangers, aux personnes immigrées, de se constituer sur une association. Nous avons créé, donc j'étais un des responsables de l'association socioculturelle des Marocains à Rennes. Avec l'UAR, nous avons créé une Radio Vilaine. Ça a duré 1 an, où il y avait une émission en culture et langue berbère. Donc tous les dimanches, c'était en berbère et en culture berbère, avec les chansons, les explications et tout. Donc on a eu un passage quand même. Merci. Et puis Ahmed. Donc Ahmed Aïchik, président du Centre culturel Avicenne. Je tiens d'abord à remercier vraiment la scène et toute l'organisation de Mosaïque, et également c'est Osman. Donc merci beaucoup. J'avais déjà entendu, donc on l'avait déjà invité pour échanger au sein du Centre culturel. Et c'est toujours un plaisir, en tout cas, de découvrir toujours J'ai bien aimé le mot nous sommes une nation, parce que c'est-à-dire qu'on réagit aussi un peu comme une nation. Et tout simplement par rapport là, je vais donner quelque chose de très personnel, puisque je vais partir de mon village. On est entre Ouarzazate et Zagora, et il faut savoir qu'à Zagora, on a une stèle qui nous indique clairement 52 jours à partir de là, en direction de Tombouctou. Donc on est clairement sur le chemin donc, du sel, et c'est ce qui montre clairement qu'il y a des influences qui viennent d'en bas, qui remontent et qui repartent également dans le désert. Et tout ça pour dire que génétiquement, aujourd'hui, nous, on a été modifiés, c'est-à-dire qu'on a eu cette influence-là, et donc on va retrouver aussi des colorations du métissage, et on va voir donc, je vous donne vraiment quelque chose de très personnel. Dans ma famille, on va avoir des gens qui sont très en lien avec les Imazighen. Donc là, ils vont être plutôt clairs. Et on va avoir d'autres donc, qui vont être beaucoup plus afro. Et on va avoir dans la même famille ce métissage, ce mélange. Et on va le retrouver également au niveau des langues. C'est-à-dire d'un village à l'autre, et pourtant ils sont côte à côte. L'un va dire à l'autre qu'il est Imazighen, et l'autre est simplement Shleur. Et à côté, on va avoir donc une troisième également option, c'est-à-dire ce sont également des villages qui ont été arabisés. Et là, on va avoir donc ce qu'on appelle l'Arab. Donc, ce sont des berbères qui ont été... et très souvent, on va avoir des mariages entre ces petits groupes ethniques. Et du coup, aujourd'hui, la langue, en tout cas, persiste et continue à vivre entre Ouarzazate et Zagora. Et tout le monde parle la langue assez couramment. Voilà. Merci pour la contribution. Merci, Ahmed. Il y a d'autres questions? Bon, voilà, donc je pense qu'on a épuisé les questions qui sont posées, mais ils vont mûrir beaucoup plus tard. On sera, oui, bien sûr, encore là pour un petit moment. Alors, on vient finir effectivement donc, la conférence, et merci
et cher frère Ousmane Agdallah. Merci. Et nous allons effectivement changer de place pour déguster ensemble et en commun un repas hautement berbère, le couscous, parce que c'est son nom. Et on va le partager ensemble, effectivement, voilà. Et puis voilà, merci à vous, merci pour votre écoute et votre enrichissement aussi de questions. Et puis, merci. Merci pour ce partage.